Cultination, bonjour. Nous sommes toujours autant éblouis par les avancées spectaculaires de la science et pour ainsi arriver à un point où il nous semble évident que rien ne peut plus vraiment résister à la science. Et pourtant, je vous amène aujourd'hui à la découverte de mystères que même la science n'a pas encore pu expliquer. Si vous désirez en savoir un peu plus, vous trouverez comme d'habitude les sources en description. Nous allons démarrer par le premier mystère. Le mystère Voynich. Ce manuscrit surnommé le mystère de Voynich est un codex mystérieux du XVe siècle qui a été découvert en 1912 à Frascati près de Rome. Il tire son nom de l'antiquaire qu'il a redécouvert, Wilfrid Voynich. Ce collectionneur est tombé sur ce livre en apparence insignifiante. 234 pages de vélin qui est de la peau de veau mort-né, particulièrement fine, travaillée en parchemin de qualité supérieure et reliée par une couverture de cuir. Le texte du manuscrit est écrit dans un langage et un alphabet indéchiffrables, accompagné d'énigmatiques, illustrations de plantes, de constellations, de potions et de scènes incompréhensibles. En 2011, une équipe de l'université d'Arizona a effectué une datation au carbone 14 de la peau qui constitue les pages du manuscrit. Les résultats ont montré que le vélin a été fabriqué entre 1404 et 1439. Depuis sa découverte au XXe siècle, de nombreux historiens et cryptographes se sont essayés, en vain, à déchiffrer le manuscrit de Voynich. À ce jour, il est considéré comme le plus important cryptogramme non résolu. Toutes sortes d'hypothèses ont été émises quant à la langue d'origine du texte. Latin, italien, arabe coranique, moldave, thaï, pinyin, etc. Au fil des années, plusieurs chercheurs ont essayé de décoder le manuscrit. Bradley O'Hare et Gregors Kondrak, deux chercheurs en informatique, ont soutenu qu'il est rédigé en hébreu. De même, le docteur Gérard Cheshire, un chercheur de l'université de Bristol au Royaume-Uni, suggère que le code de Voynich serait le seul exemple connu d'un langage appelé proto-roman, ayant précédé les langues romanes comme le français, l'espagnol ou l'italien. Les recherches évoluent toujours afin de percer le mystère du manuscrit de Voynich. Dodécaèdre romain. Passons maintenant au mystère suivant. Ce petit objet métallique creux en bronze ou en pierre, de forme géométrique à 12 faces planes, ayant chacune un trou circulaire en son centre, est ce qu'on appelle un dodécaèdre. Chaque face est un pentagone, une forme à 5 côtés avec un nombre égal de perforations circulaires à l'intérieur, de diamètres différents et opposés les unes aux autres. De petites billes de métal réparties sur l'ensemble de l'objet permettaient de le manipuler. Les dodécaèdres romains datent du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ et mesurent généralement entre 4 et 11 cm. Le premier dodécaèdre romain a été découvert il y a presque 300 ans en Angleterre. À ce jour, plus d'une centaine de ces artefacts ont été trouvés en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse et en Hongrie. Aucun document d'époque, texte ou représentation ne fait mention de la fonction et l'usage de ces dodécaèdres. Certains chercheurs estiment qu'ils étaient des objets destinés au jeu, un jeu récréatif pour les légionnaires un peu comme les Rubik's Cube qu'on a de nos jours. Une autre théorie non prouvée prétend que les dodécaèdres sont des reliques religieuses, d'objets utilisés pour la divination ou l'astronomie. Au 19e siècle, certains antiquaires ont estimé qu'il pourrait s'agir d'une arme, possiblement la pointe d'une massue. Mais cette piste fut rapidement abandonnée lorsque les historiens ont estimé que cet objet creux était beaucoup trop léger. Ils ont également aussi été considérés comme étant des outils de mesure utilisés par l'armée romaine sur les champs de bataille comme télémètres. Cependant, aucun compte-rendu écrit ni aucune preuve archéologique ne viennent étayer ce point de vue. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le véritable but des dodécaèdres romains, mais nous ne pouvons qu'espérer que les progrès de l'archéologie permettront de découvrir d'autres indices qui aideront à résoudre cette ancienne énigme. La batterie de Bagdad. Le troisième mystère que nous allons découvrir est la pile électrique de Bagdad, une poterie datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. En 1936, plusieurs centaines d'objets, verreries, figurines de terre, tablettes gravées, etc., un curieux ensemble que l'on peut dater de la période Parthe, entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, ont été découverts dans les ruines d'un village près de Qujut Rabua, à la périphérie de Bagdad en Irak. Parmi celles-ci se trouvait une jarre. À l'intérieur de ce vase de terre en argile longue de 13 cm et contenant un cylindre de cuivre entouré d'une tige de fer, se trouvait un tube de cuivre dont le fond était recouvert d'une fine couche d'asphalte et le reste très rouillé d'une tige de fer.
La jarre portait des signes d'aigreur et semblait avoir contenu un acide léger comme du vin ou du vinaigre. Cet ensemble parvient à l'archéologue autrichien Wilhelm Koenig, alors directeur du musée de Bagdad. Il émet l'idée qu'une fois réunis, ces éléments constituent une pile électrique dont il reconstitue le schéma. Il suffit pour la compléter de verser une solution saline ou acide dans le tube de cuivre. Si le pot est rempli d'un liquide acide, tel que du vinaigre ou du jus de raisin fermenté, il se transforme en une batterie capable de générer une petite quantité de courant. Le liquide acide permet un flux d'électrons du tube de cuivre vers la tige de fer lorsque les deux bornes métalliques sont connectées. C'est fondamentalement le même principe qui a été découvert par Galvani 2000 ans plus tard et que Alessandro Volta a attelé avec succès dans la première batterie moderne quelques années plus tard. Les chercheurs ont mené diverses expériences avec des modèles de la batterie de Bagdad, car les résultats qu'ils ont pu générer de l'électricité entre 1,5 et 2 volts à partir des modèles. Ce n'est pas beaucoup de puissance. Cependant, les chercheurs sont toujours perplexes quant à l'utilisation des batteries il y a près de 2200 ans. Beaucoup ont expliqué l'utilisation de la batterie de Bagdad en disant que les Grecs et les Romains utilisaient certaines espèces de poissons électriques dans le traitement de la douleur. Ils allaient littéralement se tenir debout sur une anguille électrique vivante jusqu'à ce que leurs pieds souffrant de gouttes deviennent engourdis. Par conséquent, la batterie a peut-être été utilisée comme une source immédiate d'électricité analgésique moins visqueuse. D'autres théories soutiennent que plusieurs batteries auraient pu être reliées entre elles pour générer une tension plus élevée pour l'utilisation dans la galvanoplastie d'or sur une surface d'argent. Plus d'expériences avec plusieurs batteries de type Bagdad ont montré que cela était possible. Bien sûr, même si ces vases produisaient un courant électrique, cela n'implique pas que les peuples anciens comprenaient véritablement leur fonctionnement. Entre la théorie qui soutient que le vase aurait pu servir à pratiquer la dorure par électrolyse à l'aide de sel d'or et celle selon laquelle il s'agirait de vases conçus pour entreposer ou transporter des papyrus, les archéologues restent divisés sur l'utilisation réelle de l'objet. La dernière théorie reste cependant celle pour laquelle assez de personnes restent unanimes. La pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee. En 1872, un groupe de travailleurs de la construction effectuait du terrassement près des rives du lac de Winnipesaukee en Nouvelle-Angleterre, quand ils ont découvert un morceau d'argile avec un étrange artefact en forme d'œuf à l'intérieur. Cet objet d'environ 20 cm est de couleur sombre et de forme ovale, portait toute une série de motifs. Un visage, un épi de blé, des symboles inconnus et des cercles. Appelée Mystery Stone ou encore la pierre mystère, c'est l'une des reliques les moins connues jamais trouvées dans le New Hampshire. Au-delà de son design et de sa structure étrange, la surface lisse et polie de la pierre est marquée de gravures extravagantes allant des symboles astronomiques à un visage humain obsédant. L'ensemble de ce bloc a une forme similaire à celle d'un œuf d'oie. Elle est considérée comme étant un OO part out of place artefact, car elle n'aurait pas dû être là où elle a été trouvée. Immédiatement après la découverte, la pierre est restée en possession de Seneca Ladd, l'homme d'affaires qui avait commandé les fouilles le long des rives du lac. Jusqu'en 1892, la pierre en forme d'œuf est restée exposée à la Meredith Savings Bank qui avait été fondée par Ladd. À la mort de ce dernier, sa fille Frances Ladd hérita de l'objet et en 1927 en fit cadeau à la New Hampshire Historical Society. Aujourd'hui, la pierre peut être vue exposée au Museum of New Hampshire History et est entourée de miroirs afin d'observer tous les symboles qui se trouvent à sa surface. Les journaux ont beaucoup parlé de cet objet étrange. Des archéologues amateurs et professionnels ont spéculé sur l'origine de la pierre pendant plus de 100 ans. En novembre 1872, certains spécialistes pensaient à une création amérindienne pouvant être une sorte de pierre commémorative d'un traité entre deux tribus. D'autres ont émis l'hypothèse que la pierre pourrait être une sorte d'outil ancien d'origine celtique ou inuite. En 1931, une lettre est arrivée à la New Hampshire Historical Society, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un orage, un objet en pierre travaillée, souvent en forme de lame de coin d'une hache, dite ou supposée être tombée du ciel. En 2006, l'archéologue Richard Boisvert a suggéré qu'à la différence d'objets antiques, les gravures semblent trop régulières pour avoir été sculptées à l'aide d'outils antiques et que la pierre n'était rien de plus qu'un faux très bien fait. Comme l'objet est en pierre, il n'est pas possible de le dater. Alors simple supercherie ou bien véritable création? On ne le saura sans doute jamais, mais nous sommes tout de même en présence d'une bien étrange sculpture. La pierre de Tal Kadi. Nous voici en présence d'une autre roche mystérieuse.
La pierre Talcadi est une dalle de calcaire en forme d'éventail divisée en 5 segments, chacun contenant diverses figures, à savoir des étoiles et ce qui semble être des croissants de lune. Elle mesure 29 cm sur 23,5 cm et 5 cm d'épaisseur, soit la taille d'un livre, et a été découverte en 1927 à Salinas sur l'île Malte dans le temple mégalithique Talcadi. Un mégalithe est constitué d'une ou plusieurs pierres de grande dimension, et érigée sans l'aide de mortier ni de ciment pour fixer la structure. La pierre de Talcadi est donc probablement un fragment d'une plus grande œuvre d'art circulaire telle qu'une carte des étoiles ou un calendrier lunaire selon de nombreux archéologues qui l'ont étudié. A contrario, d'autres scientifiques pensent que la pierre Talcadi représente la plus ancienne représentation des constellations du zodiaque du Scorpion, de la Vierge et du Lion. En 2017, l'un d'eux, le géographe et scientifique de l'art Kai Helge Wirth, auteur de plusieurs ouvrages sur la pierre de Talcadi, précise que ces constellations représentent les premières routes maritimes des Phéniciens, un peuple antique originaire d'une région qui correspond approximativement au Liban actuel. En effet, après avoir illuminé la dalle sous un angle différent, Kai Helge soutient que la forme qui semblait à première vue être une lune est en fait un bateau. L'artefact serait alors un ancien outil de navigation détaillant à la fois les étoiles et les courants d'eau méditerranéens et prouverait que les premières civilisations ont eu des contacts les unes avec les autres bien avant que l'on ne le pense. Pour prouver sa théorie, il a l'intention de naviguer en Méditerranée d'un navire de l'âge de bronze pour le prouver. Dans tous les cas, l'utilité réelle de la pierre de Talcadi demeure inconnue. Elle est actuellement exposée au Musée national d'archéologie de la Valette. Le signal WOW. Le signal WOW, dont l'équivalent en français est signal WAHU, a été perçu le 15 août 1977 en soirée par le radiotélescope surnommé Big Air de l'université d'État de l'Ohio. Le nom donné au signal vient de l'exclamation WOW, qui a été annoté au stylo rouge par l'astronome Jerry Ehman sur les relevés de la bande son de cette nuit-là. Car effectivement, il y a de quoi être surpris. 4 ans après avoir commencé à écouter l'univers, Big Air a été capté sur une bande passante de 1,420 MHz, reconnue par la plupart des astronomes comme étant celle qui est la plus indiquée pour des messages interstellaires. La raison ? Cette bande est celle de l'hydrogène, l'élément le plus répandu de l'univers, capable de le traverser sans être atténué. Le signal WOW n'a malheureusement pas été enregistré, mais les relevés montrent qu'il dure 72 secondes et qu'il a été 30 fois plus puissant que le bruit de fond typique de la région d'où il provenait. Un signal naturel d'une telle puissance n'avait jamais été capté auparavant. Bien que les chercheurs aient pu récemment déterminer qu'il provenait de la direction de la constellation du Sagittaire, ils n'ont pas réussi à comprendre ce qui a causé exactement ce signal. Plusieurs causes possibles, telles que les sources naturelles comme pulsar, ont été exclues. Car souvenez-vous, le signal est arrivé sur une fréquence très étroite et avec une intensité si exceptionnelle qu'elle ne peut provenir que d'une source artificielle ou extraterrestre. Ce mystère astronomique a longtemps laissé les scientifiques dans un flou total. En 2012, une réponse au signal WOW est même envoyée par l'observatoire d'Arecibo pour le 35e anniversaire du signal afin d'essayer d'étayer la théorie selon laquelle il serait d'origine extraterrestre. Et c'est en 2015 qu'une hypothèse verra le jour. Antonio Paris, professeur d'astronomie et directeur de l'astronomie au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago, a découvert qu'au moment où le signal a été intercepté, 2 comètes, la 266P Christiansen et la P 2008 Gibbs, traversaient cette partie du ciel, suivie d'une traînée de gaz composée d'hydrogène comme toutes les comètes. Par contre, ces 2 comètes ont été découvertes en 2006 et 2008, trop récemment pour avoir été étudiées en 1977, ce qui conteste cette hypothèse. En définitive, rien ne semble devoir percer le mystère de WOW. Les grottes de Longyu. Revenons aux roches avec ce nouveau mystère. Encore appelé Xiaonanhai Stone Chambers, les grottes de Longyu sont un complexe de 24 grottes découvertes en juin 1992 par des agriculteurs locaux après 17 jours de pompage d'étangs dans leur village à la recherche de poissons en juin 1992. Elles sont situées sur la colline de Fengguang dans la province du Zhenjiang en Chine et se composent de 5 grandes cavernes principales et 19 plus petites. Chacune des plus grandes cavernes mesure entre 18 et 34 mètres de long avec des hauteurs allant jusqu'à 20 mètres. Mais le plus intriguant reste à venir. En effet, on s'est rendu compte que ces grottes ne sont pas naturelles. Elles ont été faites par des humains. Chaque caverne a un seul portail et les murs intérieurs sont recouverts de marques de ciseaux.
Le complexe est équipé d'un système de drainage sophistiqué qui canalise l'eau de pluie dans une base de cavernes encore plus intéressant. Les cavernes sont alignées du sud au sud-ouest d'une manière qui maximise l'utilisation de la lumière du soleil pour éclairer. L'architecture faite d'escaliers, de piliers ainsi que les parois latérales inclinées qui empêchent l'effondrement de la grotte en réduisant le stress sur les plafonds montre l'ingéniosité de ceux qui ont conçu les structures souterraines énigmatiques. Datant d'il y a entre 2000 et 3000 ans. Les archéologues, géologues et autres experts essaient depuis 20 ans de résoudre le mystère de l'origine et de l'utilité de ces grottes. Il existe diverses hypothèses sur la raison pour laquelle les grottes ont été construites. Certains experts ont suggéré que les grottes de Longyou étaient le lieu de stationnement des troupes. D'autres étaient utilisées comme site cérémoniel pour faire des offrandes aux dieux et aux ancêtres. Ou encore que ces grottes seraient un site laissé par les extraterrestres. Il n'y a hélas pas assez de preuves concrètes pour étayer cette théorie. Les grottes de Longyou demeurent à ce jour une énigme. Figurines d'Ogu. Une autre énigme dont nous allons parler est celle des figurines d'Ogu. La période Jomon est la première période historique identifiable du Japon et est marquée par l'apparition de la céramique. Les gens de cette époque jouissent alors d'un climat doux et se sédentarisent. Ils auraient alors créé les premières formes de poterie dans le monde, des récipients ou des conteneurs très élaborés, mais surtout leurs pièces les plus connues, les figurines animales et humaines appelées dogu. Certains remontent aussi loin que la période naissante qui a duré de 14 000 avant Jésus-Christ à 4000 avant Jésus-Christ, tandis que la plupart viennent de la période médiane 3000 à 2000 avant Jésus-Christ. Ils sont reconnaissables à leurs grands yeux bombés qui ressemblent un peu à un grain de café et qui sont souvent comparés aux lunettes de neige portées par les Inuits d'Amérique du Nord. Une couronne se trouve sur la tête de la figurine et le corps est décoré avec des lignes de taille profonde et des zones impressionnées par des marques. La plupart des figurines d'Ogu ont été trouvées dans des cercles funéraires et des cercles de pierre, ce qui implique en outre qu'elles avaient une sorte d'utilisation funéraire. Les figurines mettent aussi souvent l'accent sur la poitrine et les hanches, ce qui implique qu'elles peuvent avoir été des symboles de fertilité. La signification exacte des minuscules statues reste néanmoins inconnue. Environ 18 000 figurines d'Ogu au style évolutif ont été trouvées jusqu'à présent, et dans presque tout l'archipel japonais avec la plupart datant entre 2000 et 10 000 ans. Le navire de roche Masuda. D'étranges structures monolithiques ont été trouvées dans le district de Takaishi de la préfecture d'Azuka Nara au Japon. Appelé Masuda no Iwafun, ou le navire de roche de Masuda, ces monuments de pierre dans les collines ne correspondent à aucune autre construction. L'origine du village, lui-même, remonterait à la période des tumuli. Le surnom du bloc lui viendrait de sa ressemblance avec un canoë ou de la proximité avec le lac de Masuda. Le navire de roche est un bloc de granit de 800 tonnes situé au sommet d'une colline. Il mesure 11 mètres de long sur 8 mètres de large, 4,7 mètres de haut avec un poids d'environ 800 tonnes pour une hauteur de 4,7 mètres de haut. Son sommet a été aplati et 2 trous carrés d'1 mètre carré ont été creusés dans le haut de la structure. Sur les 3 autres surfaces, près du sol, on peut observer des ciselures en forme de treillis qui sont des entailles liées au processus de construction. Ce qui fascine les chercheurs car le granit est un matériau réputé difficile à sculpter. Le plan d'eau, autrefois proche, a cependant été asséché durant le développement de la région. Quant aux spéculations pour un certain type de cérémonie, étant donné les nombreux temples et sanctuaires bouddhistes de la région, pourrait avoir été un point d'observation astronomique ou encore l'ancienne tombe d'une famille royale. Aucune de ces suppositions n'a été prouvée pour le moment. Et en ce qui nous concerne, c'est déjà la fin de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire le mystère qui titille le plus les méninges. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.